Hello à tous, ici Claire Laplace et je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène un lundi sur deux à la rencontre des talents du nord de la France. En plus de ces épisodes classiques, j'ai décidé de vous proposer des épisodes plus courts sous forme de chapitres autour de personnes qui se lancent. Le rythme de ces épisodes sera plus aléatoire au gré des rencontres et des projets que je découvrirai. Le troisième chapitre de Se lancer est consacré à Émilie Brossier-Bruno, qui a lancé fin 2019 avec son associé Johan Desjardins, Paulette, un site de e-commerce qui déniche des marques de cosmétiques naturels et sains, validés sur Yuka, testés par des ambassadeurs et derrière lesquels se cachent des entreprises, le plus souvent françaises, engagées pour une consommation plus responsable. Je remercie LinkedIn qui m'a mis sur le chemin d'Émilie via un bel article sur sa nouvelle vie d'entrepreneur. Lire ces mots m'a donné envie de la rencontrer, de comprendre comment elle avait choisi de quitter un beau job où elle était reconnue pour se lancer dans un projet qui lui tient à cœur et qui lui permet de se sentir en phase avec ses valeurs et qui elle est. Dans quelques mois, je recevrai Johan, son associé, afin de suivre l'aventure Paulette. Vous retrouverez toutes les informations sur Paulette dans les notes de l'épisode, que je vous conseille d'écouter jusqu'au bout, car Émilie et Johan ont prévu une surprise sympathique pour les auditeurs de La Boussole. Je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Émilie. Bonjour Claire. Je suis ravie de te recevoir dans La Boussole pour cette série d'épisodes un peu spéciaux que j'ai lancés, qui s'appelle justement Se lancer, autour des personnes qui entreprennent, qui lancent leur projet. Donc là, on en est au chapitre 3. Et donc, on va pouvoir parler ensemble de Paulette. Donc Paulette, P-E-A-U-L-E-2-T-E, donc avec comme la peau, qui est un site internet que tu as lancé avec ton associé Johan. Mais avant ça, je souhaiterais qu'on revienne ensemble sur ton parcours qui est riche. Alors tout d'abord, merci pour ton accueil Claire. Je suis vraiment ravie parce que de te rejoindre pour parler du parcours et également pour partager sur un podcast parce que notamment les podcasts nous ont beaucoup aidés avec Johan à écrire l'histoire de Paulette. Alors pour revenir sur mon parcours, un parcours assez classique au début, une faculté d'économie. Là, ça se passe pas très très bien. Je me rends compte qu'on parle de tout sauf du commerce et je m'ennuie beaucoup. Donc D'accord. en licence, je me dis qu'il faut que je bouge les choses et je passe un concours en admission parallèle. Alors j'étais à Limoges à l'époque, où il ne se passait pas grand-chose et je décide d'aller sur la capitale et de rejoindre une école de commerce à Paris. Et là, je me rends compte que l'école de commerce, c'est vraiment beaucoup plus factuel et que ça me correspond davantage. Et je commence à avoir développer cette fibre marketing commercial que j'avais déjà développée parce que j'avais financé mes études en faisant des animations de commerce. D'accord. Et donc tous les week-ends, je vendais, alors j'ai à peu près tout vendu, dans les supermarchés, du chocolat, des produits de beauté, et notamment j'ai travaillé pour Bourjois à l'époque, les cosmétiques. Et donc ce qui me plaisait beaucoup, c'est ce côté factuel et rencontre client qui va me suivre pendant tout mon parcours. Et donc à la sortie de l'école, j'ai la chance de faire un petit passage chez L'Oréal où je rentre, donc c'est un peu le fantasme quand on sort d'une école de commerce, C'est vrai. de passer chez L'Oréal, ça va vite, je m'y retrouve pas forcément dans les codes, le côté ambiance est là aussi dans mon parcours, le rapport à l'humain, l'ADN de la boîte. En tout cas, je me suis dit que ça me correspondait pas et je suis partie dans le Nord où je pensais que j'allais rester 3 ans parce que je vous avoue que le Nord au début c'était un petit peu flou pour moi et je me suis dit Lille, oh là là, je vais pas du tout me plaire. Et ça fait presque 15 ans maintenant et il est absolument t'es pas partie. non, Voilà. il est absolument pas question de partir de Lille.
Et comme j'avais toujours travaillé dans la grande distrib pour financer mes études, je me suis dit, tiens, je vais travailler, je vais rejoindre la grande distrib. J'avais un peu le fantasme de devenir directrice de magasin. J'aimais vraiment le côté client, commerce. Et j'ai commencé à travailler dans le premier Oxybul, qui était donc à l'époque une jeune entreprise qui avait été fondée par un ancien Decat. Voilà, très intense, beaucoup d'heures de travail et donc je découvre tous les métiers, puisqu'on fait tous les métiers quand on fait une jeune entreprise. Et puis, c'est un peu usant. Et après, je me suis dit, où est-ce que je rêvais de travailler ? J'ai toujours fonctionné comme ça. À chaque fois que je me remettais en question sur ça ne me correspond plus, je ne m'épanouis plus dans cette entreprise. Qu'est-ce que je rêve de faire ? Et ça a toujours été mon leitmotiv. Et là, je me suis dit, La Redoute, j'avais très, très envie de travailler chez La Redoute. J'ai envoyé 3 à 4 fois mon CV. Et au bout d'un moment, ils m'ont appelée. Et rien à voir, j'ai rejoint le service courrier. D'accord. Et donc, pourquoi je raconte ces parcours-là ? C'est que j'ai touché à tout dans mes métiers. Et j'ai commencé par le management d'une 50aine de personnes qui ouvraient et qui fermaient les enveloppes. On était au tri-courrier. Et c'est une de mes plus belles expériences pro parce que là encore l'humain, et c'est là que j'ai appris que le collectif faisait vraiment le résultat, la co-construction. Et finalement, avec une équipe qui avait été un peu laissée à l'abandon, on a pu réaliser des super projets, des reconversions. Et à l'époque, le web n'existait pas. Moi, je suis plus toute jeune. Et c'était à l'époque, même à La Redoute, où les PC étaient bloqués, où on ne pouvait pas aller sur Internet. Ah oui, c'est fou ça. Voilà. Et personne ne voulait faire Internet à l'époque parce que dans les écoles ou dans les postes de marketing ou de com, c'était un peu ceux qui avaient loupé leurs études. Et moi, très curieuse, on cherchait à recruter sur le web. Et j'étais la première à vendre du linge de maison sur le web. D'accord. Donc, à faire de la fiche produit, les premières opérations commerciales, du merch. Et j'ai adoré parce que c'était un nouvel univers et une nouvelle façon de commercer. Et là, j'ai tout appris sur les métiers du web et assez vite, La Redoute a compris que c'était quelque chose qui allait réinventer toute la société avec des nouvelles organisations. Et comme j'aime beaucoup la polyvalence et la prise de responsabilité, à chaque fois quand il y a des organisations qui se mettent en place, moi, je ne m'y retrouve pas forcément parce que j'ai un profil de défricheuse. Et à cette époque-là, on cherchait quelqu'un qui voulait faire de la com sur le web parce que les personnes qui géraient la communication plus traditionnelle ne se sentaient pas forcément à l'aise. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur les communautés, les premiers influenceurs, les premiers blogueurs. On a ouvert la page Facebook La Redoute de façon complètement anonyme. Ça parlait à personne. Mais ça, c'était les balbutiements, quoi. Voilà. C'était le tout début. Et à ce moment-là, quand il y avait 100 personnes sur une communauté, c'était déjà complètement. fou, quoi. Et ce qui était assez étonnant, c'était le décalage entre les clientes, les influenceuses, alors on n'utilisait pas ce terme, mais les passionnés, et le décalage entre des comités de direction qui, eux, étaient quand même à des années-lumière de tout ce qui était en train de changer dans la communication, le rapport à l'achat de la mode. Et j'ai eu la chance de travailler avec une directrice de la communication, Geneviève Hartz, qui a été très ouverte et on a fait énormément de choses sur le digital. Et puis La Redoute avançant et se réinventant également, je me suis dit, tiens, il est temps de découvrir autre chose. Et j'étais cliente d'une boîte qui me fascinait, c'était Zodio. D'accord. Qui est donc appartient au groupe ADO dans le Nord, qui est assez connu sur la déco, tout ce qui est autour de la maison, cuisiner, décorer, créer. Donc c'est des magasins de 3000 m². Et là encore, c'était le début d'une boîte. On était 20 au siège, 3 magasins, maintenant il y en a 25. Oui. Et il y avait tout à construire sur le digital, et notamment sur les communautés, comment finalement nos clients devenaient prescripteurs sur le digital par rapport à leur expérience produit. Et Zodio, je leur ai envoyé 3-4 fois un CV. Je les ai même appelés pour qu'ils me recrutent. Et au bout d'un moment, je crois qu'ils en avaient vraiment marre. On va la rencontrer. Voilà.
Moi, j'attends pas que ça arrive. J'ai un profil où, en fait, c'est aussi un message, c'est que je sais que de toute façon, les choses ne vont pas venir à moi. Il y a des personnes qui ont cette chance-là. Moi, j'ai compris que ça se passerait pas comme ça chez moi. Donc, je me dis maintenant, pousse les portes. Il y en aura peut-être 10 qui vont pas s'ouvrir, mais il y en a peut-être la 11e va être l'occasion de découvrir une opportunité. Donc, j'ai intégré Zodio et l'aventure a duré 9 ans, plus de 9 ans. Et le fondateur de Zodio nous avait tous recrutés parce qu'on avait l'âme d'entrepreneur. Et d'ailleurs, la culture, c'est acteur-entrepreneur. Et il nous disait que ses collaborateurs, il leur donnait des ailes, des racines pour qu'après ils puissent voler de leurs propres ailes. Donc, j'ai eu l'occasion, dans mon parcours de Zodio, de grandir, de rejoindre un comité de direction élargi et de rencontrer énormément d'entrepreneurs. Et la graine a pris forcément, et c'était un rêve absolu. Mais en parallèle, je me disais que ça ne s'improvise pas et ça se prépare, l'entrepreneuriat, parce que j'avais beaucoup vu de personnes qui, pensant atteindre un sommet, étaient finalement au bord d'un précipice. Et c'est quelque chose qui demande d'être assez solide psychologiquement. Et en parallèle, se développer des podcasts, notamment de Oussama Ammar, qui est très présent. Alors, plutôt des vidéos YouTube. Avec The Family. Absolument. Elles sont super. Enfin, d'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder les vidéos d'Oussama, elles sont géniales. Même toutes les vidéos de la sphère The Family, elles sont hyper concrètes. Enfin, c'est vraiment super bien fait. Donc, voilà. Tout à fait. Même si vous n'avez pas envie d'entreprendre, comment vous abordez différemment votre vie professionnelle, votre vie personnelle, et vous posez les bonnes questions. J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors d'une présentation chez ADO. Et un peu naïvement, je lui ai envoyé un message sur LinkedIn en disant « Ouais, c'est génial, j'ai envie d'être entrepreneur. » Et là, il m'a dit « Écoute, prends le temps d'écouter et de checker si tu es au rendez-vous sur tel critère. » Et assez vite, je me suis dit « Bon, on va prendre un peu de temps. » Et en même temps, je me plaisais beaucoup chez Zodio. Parce que tu avais toujours ce côté défricheuse. Oui. Voilà. C'était ça aussi qui te plaisait. Et j'avais la chance d'avoir une entreprise qui me laissait énormément de terrain de jeu sur les projets. Je suis quelqu'un qui a une bonne capacité d'absorber le stress, qui n'a pas de problème pour beaucoup travailler et qui développait la polyvalence. Je m'occupais de la communication, des projets clients et également de développer le digital et tout ce qui est aspect communautaire. Donc c'était avec une équipe super compétente qu'on faisait grandir. Donc j'apprenais beaucoup. Et puis la vie est une question de cycle. Et Zodio subit un changement de gouvernance. Ce qui est une opportunité pour Zodio. Et puis, je me rends compte que les organisations qu'il va y avoir font tout simplement que je vais perdre en domaine de responsabilité, puisque les silos s'installent. Et assez vite, je me rends compte que ça ne va pas du tout me correspondre. Alors, au début, on se dit, bon, on va voir. Et puis, toujours être acteur de sa vie. Et je me suis dit... ça fait quand même longtemps que je pense à entreprendre. Et en même temps, il y a pas mal d'anecdotes qui se passent en même temps que ma vie professionnelle est en train de se réinventer. Je sortais d'un gros projet de mettre en place l'e-commerce chez Zodio, international. Ça avait été très lourd. Managérialement, on avait développé de nouvelles techniques sur l'agilité. Et des gros projets comme ça, on sait qu'on en sort différent et que de revenir de façon plus classique derrière son bureau sur des missions, c'est compliqué. Je le savais. Et parallèlement, donc c'était en février de l'année dernière, je dois acheter un stick à lèvres pour mes enfants, puisqu'ils avaient les lèvres GRC. Et à ce moment-là, on commence de plus en plus de parler de l'application Yuka. Oui. Et j'achète, je ne sais pas si je peux dire la marque. Si tu peux dire. Donc j'achète le Labello, qui fait partie de ma vie depuis toujours. Quand je vais, en tant que maman hyper active, je fais les courses sans trop regarder. Et le soir, ma fille, pour rigoler, me dit tiens, je vais le scanner sur Yuka.
Je lui dis, attends, c'est la Bello. Enfin, ça va être vert excellent. Et là, c'est rouge de chez rouge avec une pauvre note. Et là, je devais être un peu plus fatiguée que les autres jours, mais j'ai été... en fait, je me revois révoltée en me disant, mais on se fiche de nous. Moi, je suis passionnée de marketing et de communication, mais on m'a toujours appris que fais à ton client ce que tu aimerais qu'on te fasse et ne fais pas à tes collaborateurs ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse également. Oui. Et n'oublie pas que le client n'est pas con. Et ça, c'est toutes mes valeurs. En disant, mais l'authenticité, évidemment qu'on est là pour y raconter une histoire, mais on est souvent aussi client de notre propre boîte. Et là, je me dis, mais comment peut-on associer une image un peu nature, famille, prendre soin de l'épiderme, de la peau de nos proches, avec quelque chose qui est juste absolument terrible pour la santé. Et donc, cette anecdote, et je rentre le lendemain et je travaillais avec Johan, qui est devenu mon associé, et j'arrive complètement révoltée. Et on en parle, et je me dis, mais comment la femme active ou l'homme actif qui veut acheter des produits, des cosmétiques sains pour eux et ses proches et ses enfants, et même à offrir en cadeau, font parce que Yuka, ça marche que si vous achetez le produit ou si vous avez envie de passer 1 heure dans un rayon à tout scanner. Alors, pour ceux qui écoutent, parfois faire ses courses, ça devient juste un parcours de combattant. Ouais. Comment bien manger, équilibrer, acheter des bons produits. Et je me dis, mais... Et donc, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Alors, évidemment, il y avait des sites bio... Mais moi, j'aime la féminité, j'aime aussi les communautés, comment on donne la parole aux clients, comment on donne la parole aux passionnés du sujet. Et en fait, c'était juste des vendeurs de produits avec un prix, pas de conseils. Et puis même, on savait que c'était bio, mais on sait que c'est pas parce que c'est bio que c'est bon ou que c'est efficace. Et je me suis dit, tiens, voilà, je tiens l'idée. Et puis, commencer à en parler avec Johan, avec qui on travaillait en duo chez Audio. Et puis, il y a un jour, ça m'a paru évident. Voilà, j'avais 40 ans. Et je me suis dit... il est temps de prendre en main le sujet et puis on a toujours des bonnes excuses de ne pas se réaliser ou de ne pas oser réaliser ses rêves. Et puis j'ai dit à Johan un jour, voilà, j'ai ces idées-là, t'as le week-end pour savoir si t'as envie de t'associer. Donc on a un peu rigolé sur le sujet et après on a regardé... comment on pouvait développer l'idée. Moi, j'ai pas mal benchmarké sur notamment Instagram, Pinterest, Facebook. J'ai vu qu'il y avait énormément de passionnés et des communautés, des personnes qui adoraient tester les produits et surtout en parallèle des gens qui fabriquaient des produits extraordinaires avec tout leur talent, leur passion, leur histoire. Et je me suis dit, mais ces gens-là, il faut qu'on les réunisse et qu'on écrive une histoire. Et puis, l'idée m'est venue, j'avais envie... donc, tout ça, c'est un peu des ingrédients c'est un peu, vous savez, au début, vous avez des ingrédients sans avoir la recette. Et puis, comme un puzzle, qui font que dans le temps, ça devient une évidence. Et un jour, je me suis dit, j'aimerais que ce projet... parce que j'avais envie de lui donner un nom, j'avais envie qu'il ait un petit nom attachant, que quand on le lit, on dise « Tiens, ça a l'air sympa », qui nous ressemble, c'est-à-dire pas nous prendre au sérieux, mais en même temps avec une attention et Paulette, comme la peau. Je me suis dit « Tiens, celle-ci, elle est sympa avec cette connotation française, un peu old school, mais aussi actuelle. » Je me suis dit qui suggérait l'authenticité, mais en même temps l'air du temps. J'ai regardé si le nom de domaine était déposé. Déjà pris ou pas? Voilà. Ouais. Bon, ça va. Et c'était dispo, je les ai achetés. Alors, je me suis dit, au pire, même si ça ne se transforme pas, j'aurais acheté ce nom de domaine. Et puis,
Voilà, et l'idée a commencé à prendre vie. Alors, j'ai pas sauté dans le vide immédiatement. J'ai une rationalité qui fait que je me suis dit, on va voir tout simplement si l'histoire que je raconte prend. Alors moi, j'ai souvent plusieurs activités en parallèle de mon travail. Donc je me suis dit, une de plus, il n'y a pas de problème. Donc le midi, j'avais du temps, j'ai un peu moins fait de sport. Et le week-end, et j'ai commencé à faire une page Instagram, un groupe Facebook, à commencer à écrire l'ADN de la marque à travers des banques d'images sympas. Et à créer une présence sur le digital et à contacter des passionnés de cosmétiques naturels, sains et bio pour commencer à échanger. Et avec notre ton de proximité et des attentions. Et tout de suite, on a fait des rencontres virtuelles génial, où tout le monde a oui, parce que souvent il y a des marques, mais il n'y a pas forcément un distributeur qui fait un peu le carrefour. Et on a commencé à contacter des marques en disant, voilà, est-ce que vous auriez des produits est-ce que on est en train d'écrire une histoire? Donc on a toujours été honnête en disant, voilà, on pense à ce projet-là, est-ce que vous auriez envie de nous accompagner? Donc c'était un peu compliqué de jongler parce que les horaires, évidemment, nous on était quand même toujours engagés chez Audio. Et puis on était encore, voilà, on voulait voir si notre rêve était réalisable. Et quelques marques nous ont dit, allez, ok, banco, parce que c'était eux aussi des entrepreneurs. Et c'est là où j'ai découvert l'entraide. C'est-à-dire que les portes se sont plutôt ouvertes parce que notre audace, notre envie et notre philosophie de vie a touché. Et on a commencé à mettre en action un écosystème qui fait que une première marque nous a fait confiance, une deuxième. Et puis à un moment, il fallait qu'on le fasse bien. Et on commençait à être tiraillés. Et on s'est dit, voilà, c'est l'occasion de se dire que notre cycle dans d'autres boîtes se termine. Alors, c'était pas évident parce que on avait une belle histoire, on avait des super collègues auxquels on était très attachés et les valeurs qui nous correspondaient bien. Mais je crois que ça fait partie de la vie que pour donner une chance à nos rêves ou nos projets, il faut savoir parfois renoncer et prendre des risques. Et c'est ce qu'on a fait, et on a fait ce choix de tenter l'aventure. Dans le grand bain. Voilà. Et tu l'expliques d'ailleurs très bien dans un article que tu as publié sur LinkedIn à la mi-janvier. Je mettrai le lien parce que moi c'était comme ça en fait que je t'avais retrouvé sur LinkedIn, où tu expliques ce cheminement. Et c'est vrai qu'à un moment, tu te dis ok, je renonce peut-être à quelque chose, mais c'est pour réaliser ce en quoi je crois. Alors oui, parce que là, c'est une belle histoire, mais quand à 40 ans, alors déjà, il faut savoir que les entrepreneurs, ils en ont plutôt 25, que les jeunes entrepreneurs, notamment sur le digital, c'est un choix voilà, j'avais un super poste, je gagnais bien ma vie, reconnue pour ce que... En fait, j'étais une sachante avec une reconnaissance sociale, en fait, qu'on pouvait penser hyper satisfaisante, sauf que par rapport à ce que j'étais, la soif d'apprendre et d'être plus proche de mes clients et de réaliser un projet qui m'appartient, fait que du jour au lendemain, tout, entre guillemets, vous choisissez volontairement que plus rien n'existe. Et c'est là que vous réalisez que tout ce que vous ne savez rien. Et même socialement, alors quand vous expliquez à vos parents que vous allez créer une boîte et que tout s'arrête là, je m'en souviendrai toujours, ça a été quand même un choc. Et même, c'est assez intéressant de voir comment les gens qui vous entourent le vivent différemment. Et puis, dans aussi votre nouvelle façon de vivre, c'est-à-dire que un matin, vous êtes avec votre PC et vos idées et tout à construire. Donc, on peut avoir un sentiment de vertige, mais aussi de très grande liberté. C'est-à-dire que c'est plein de paradoxes.
Vous êtes complètement libre, mais parfois ce grand vide de la liberté fait mais qu'est-ce que j'en fais? Donc je me connais assez bien, c'est pour ça que j'avais pas envie d'entreprendre seule. Je pense que j'aime la co-construction, l'échange d'idées, la confrontation des idées. Mon associé, on se connaît bien, on travaille ensemble depuis 9 ans, donc ça c'était vraiment... j'avais toujours entendu dire qu'une équipe solide faisait que ça donnait des atouts de réussite au projet, et voire même que l'équipe était des fois plus importante que l'idée. Oui, puis même des fois, il y a des moments, il y en a un qui est un petit peu, c'est un petit peu dur, voilà, il y a des journées où on a moins la pêche et l'autre peut venir prendre le relais, ça permet aussi de s'entraider, enfin au final, c'est être à plusieurs, être à deux ou même plus, ça permet de pouvoir dépasser finalement ces moments un peu difficiles parce qu'on peut compter sur le soutien de quelqu'un d'autre. Puis d'avoir plus d'idées aussi. Tout à fait. Surtout qu'on est très complémentaires. Moi, j'ai le côté un peu passionné, grand de l'enthousiasme et des grands doutes, où Johan est une force tranquille et il permet justement d'apporter de l'équilibre. Et justement, parfois, quand on a des doutes sur ce que j'appelle des tests contre-intuitifs, il ne faut pas se poser la question si ce qu'on fait est une bonne ou mauvaise idée, il faut la tester. Ça permet l'autre de dire ouais vas-y c'est bon, et puis si on se plante c'est pas grave, donc ça donne une énergie. Donc effectivement, travailler, alors aussi se retrouver à deux, où avant, dans mon job, j'avais mon équipe, plusieurs des prestataires. On est invité à des salons pour rencontrer des personnes qui vous partagent l'expérience. Bon, là, du jour au lendemain, vous êtes dans une petite... Alors au début, on était à un coworking, mais un coworking, ça coûte cher. Ouais. Et je parlais de l'entraide. Et qu'un ami nous a proposé de nous loger, d'ailleurs un entrepreneur, Cyril Delbecq, qui nous a accueillis et nous a prêté un bureau. Et ça, dans l'expérience que je partage, c'est toujours oser créer le mouvement et pousser les portes. C'est pas grave si finalement quelqu'un ne vous écoute pas ou ça ne l'intéresse pas, mais de créer le mouvement fait que c'est pas des chances, ça crée des opportunités. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est un peu... Alors, je fais beaucoup de sport, mais c'est un petit peu comme quand... Moi, il y a 4 ans, je courais pas, 4-5 ans, et un jour, j'ai vu une course de femmes, et j'étais sur le trottoir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible de rester sur le bord du trottoir. Donc, je ne savais absolument pas courir. Donc, là encore, il y a des femmes ou des hommes qui, naturellement, se disent un jour, je me mets à courir. Eux, ils courent vite et bien. Moi, je n'avais aucun style. Et je me suis dit, je veux apprendre, je veux savoir courir. Et 4 ans après, je faisais l'ascension du Mont Blanc. Pourquoi je raconte cette anecdote? C'est que cette expérience-là m'avait montré que si j'étais capable de relever ce défi, alors même que je n'avais pas un physique ou des acquis sportifs, font que d'avoir cet objectif et de donner les moyens et se donner le temps faisait qu'on pouvait atteindre cet objectif. Et finalement, l'entrepreneuriat est assez proche de ces... pas exploits, mais aventures sportives, que ce soit un marathon ou autre, font que ça demande du temps, de la patience, et qu'une fois que la dynamique est lancée, le corps, l'entraînement, eh bien en fait c'est facile entre guillemets que du jour au lendemain de vouloir tout de suite monter sur la montagne alors que vous n'avez jamais préparé. Des étapes en fait. Voilà, absolument. Voilà. Et toi, en plus, quand tu as lancé Paulette, tu avais quand même aussi, toi et Johan, vous aviez votre expérience, ce que tu avais fait, que ce soit chez Audio, même La Redoute, dans cette animation de communauté. Tu partais pas de zéro, quoi, finalement. Il y avait des choses que tu ne connaissais pas et que tu avais à apprendre, mais toutes tes bases t'ont permis aussi peut-être de ressentir, de dire tiens là ça prend vraiment parce que dans mon expérience
ces signaux-là, ça veut dire que oui, il y a une vraie attente, oui, on peut avancer. Donc ton expérience te permet aussi peut-être d'avancer peut-être plus vite dans Paulette. Oui, alors j'avais beaucoup entendu que quand on crée pour la première fois une boîte, il fallait mieux être sur un domaine de compétences qu'on maîtrisait. Parce que déjà, c'est pas simple de réussir. Et le temps de comprendre les codes, le temps de comprendre l'écosystème faisait qu'il y a une règle dans l'entrepreneuriat, c'est que chaque jour en plus, c'est un jour en moins. Et c'est une question finalement de rapidité, mais aussi de tenir dans le temps. Donc finalement, ça va pas ensemble, ce qui complexifie l'aventure. Et moi, dans mes expériences professionnelles, j'ai appris à pas toujours me réinventer, mais d'être opportuniste sur les apprentissages que j'avais faits et aussi de toujours regarder ce que font les autres très bien. Et notamment sur le digital, de s'inspirer. Je rougis pas de m'inspirer de ceux dont j'aimerais ressembler. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette citation de Wolanski qui dit « J'ai longtemps copié avant d'être moi-même ». Moi, c'est un peu ça, c'est-à-dire je recommence pas tout à zéro, je déroule ce que je sais faire. Et après, quand par rapport à ce qu'on met en place, j'apporte des gouttes d'innovation ou de différenciation, mais pour déjà renforcer l'idée que ça va fonctionner. Et en termes d'énergie, c'est-à-dire que apprendre et mettre en application quelque chose qu'on n'a jamais maîtrisé sur un domaine, une activité, c'est plus compliqué. Oui, c'est sûr. Donc effectivement, j'ai fait un certain nombre de sites internet. Alors là, quand même, j'avais pas de bonne notion de code. Donc là, je fais tout de A à Z, donc je rigole souvent, ou avant c'était un peu mes équipes, mais d'être touche à tout et de retrouver le côté opérationnel et la grande satisfaction, c'est moi qui l'ai fait. Et puis quand le jour arrive et que la première cliente arrive, alors il faut savoir que lorsque vous lancez votre boîte, et ça je le savais, c'est qu'au début c'est votre réseau qui devient vos clients. Faut pas en rougir non plus. On a une règle, c'est si vous n'arrivez pas à convaincre votre famille et vos amis, vous n'arriverez pas à convaincre un client qui ne vous connaît pas. Oui, c'est sûr. Donc parfois on pense que non, mais au contraire, il faut être à l'écoute de leur retour. Aussi des critiques, à toujours prendre un détachement que ce n'est pas contre nous, la personne, mais que sans le regard et les remarques, on ne progressera pas. Et donc moi je demande toujours en rassurant en disant vas-y franchement, sans ton regard je ne progresserai pas. Et donc j'ai toute la famille, on a mis toute la famille, tous les amis sur la recette du site, sur les avis, sur les coquilles, et on a reçu plein de mails en disant là attention, ta police c'est pas beau, ta couleur ça va pas du tout, ça j'adore. Et on a tout compilé pour faire évoluer les demandes. Et puis un jour, alors on a une application de vente, vous avez j'étais sur mon vélo et puis la petite ding de la vente. Alors on dit, est-ce que c'est ma pote ou ma tante ou autre ? Et là, vous voyez, je la connais pas. Je me dis, oh là là, mais elle n'imagine pas combien cette première... Alors, elle s'appelle Anaïs. Et l'euphorie de cette première commande. Ah oui, voilà. Et de se dire, mais cette femme-là, elle n'imagine pas combien pour ma vie et pour l'histoire de Paulette, ça y est, c'est le début. Alors, on n'a qu'un mois et demi, je ne l'ai pas précisé. On a 1 mois et demi. J'ai l'impression qu'on a déjà 6 mois. C'est absolument passionnant. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. Donc, on partage les journées. C'est les réseaux sociaux, animer les communautés sur Instagram, créer du contenu de valeur, échanger avec nos groupes d'ambassadrices, puisqu'on a... Pour travailler et progresser et tester nos produits, on a un groupe de 60 ambassadrices.
de 40 ambassadrices qui ont fait une centaine de tests. D'accord. Qui échangent, on échange tous les jours, donc tous les matins, je traite les échanges avec mes filles, ce qu'on appelle la team Paulette. Et puis, je réfléchis à la publication de contenu, toujours en lien avec la saison, l'actualité. Donc, je ne planifie pas pour le moment parce que je veux être au plus juste. Et aussi en lien avec les retours de ma communauté. Et puis après, les améliorations continues du site et le recrutement de nouveaux fournisseurs, puisque là, en 1 mois et demi, on a 400 produits et 30 fournisseurs qui nous font confiance. Ouais, c'est quand même énorme. Enfin, c'est déjà... Ouais. Ça donne du choix, en tout cas. On commence, oui. Ouais. Et tous nos produits ont la particularité, aucun produit ne rentre pas chez Paulette s'il n'est pas excellent ou bon sur Yuka. Oui, ça j'avais vu. Voilà, donc, et les marques le savent. Alors je dis marques, j'aime pas beaucoup parce que en fait, pour moi, je fonctionne comme des partenaires. On grandit ensemble et on échange énormément parce que c'est des entrepreneurs comme nous qui se sont beaucoup réinventés ou changé de vie professionnelle pour créer des produits qui leur ressemblent. Donc j'ai des anciens de grands laboratoires qui étaient un petit peu... se retrouvaient pas forcément et ont monté leur propre marque, des aventures. J'ai une marque comme Alors ça pousse, où elle cultive ses fleurs, elle les récolte, elle extrait et elle crée elle-même ses produits. J'ai une marque comme Bioclam Chic, qui est une ancienne directrice au laboratoire à Vennes et qui a monté sa marque dans le Nord et qui monte ses propres produits, tous bio et naturels. Et ça, des histoires, et on les connaît tous par... Il y a un côté familial qui reste important et que je souhaite cultiver avec Johan, bien sûr, sur cette proximité de co-construire ensemble, qui est très important, qui font que c'est aussi grâce à eux et aussi avec nos clients. On appelle tous nos clients. Tous les mardis, j'appelle mes clientes pour savoir si elles ont bien reçu mes commandes, comment s'est passée l'expérience, est-ce qu'elles ont des retours à nous faire, qu'est-ce qu'elles aimeraient trouver, parce que le risque du virtuel, c'est finalement de penser que finalement le client n'est qu'un panier. Et perd un peu le lien, quoi, au final. Voilà. Et c'est surtout des femmes et des hommes qui ont envie de prendre soin d'eux et de leurs proches. Beaucoup, c'est pour leur famille, leurs enfants. Et ça, pour moi, c'est essentiel dans le développement de Paulette, c'est de ne pas perdre de vue. Et je pense qu'il y a un vrai axe de différenciation. Oui, puis ça permet, moi je trouve que les réseaux sociaux permettent aussi cette proximité avec les marques de façon générale, de rentrer plus facilement en contact avec une personne qui a créé telle chose, de pouvoir échanger avec elle et du coup de se dire ah oui, en plus ces produits je les aime bien, mais la personne qui les vend, sa philosophie, elle me parle aussi à moi en tant que consommateur, consommatrice, et ça crée un lien complètement différent, même sur du virtuel, quoi, finalement. Absolument. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que les réseaux sociaux ne sont pas une finalité, mais avant tout un moyen pour créer des liens. Et ça, c'est quelque chose également que j'avais beaucoup ressenti chez Audio. On rencontrait nos habitants, on faisait des visites habitants, notamment avec Johan, où on avait les débriefs de toutes les visites habitantes de nos nouveaux collaborateurs. Donc l'idée, c'est que chaque nouveau collaborateur fasse des visites habitants et on les recrutait sur les réseaux sociaux, ces habitants. Et après, et c'est aussi comme ça qu'on a vu que ces habitants commençaient à changer leur façon de consommer et de vivre. D'accord. Avec cette notion de zéro déchet, de mieux connaître la traçabilité, de mieux connaître ce qu'il y a dans les pots. Et les réseaux sociaux, alors évidemment qu'il y a toujours des risques, mais c'est un moyen. Et moi, j'ai fait des rencontres de passionnés et on avait des clientes chez Audio et j'espère et on a commencé à rencontrer des ambassadrices
parce que la distance fait que c'est pas toujours simple et que par des passions, les réseaux sociaux permettent de réunir des personnes qui ont des passions communes et de les aborder, comme vous disiez, plus facilement. Et c'est une véritable opportunité, d'autant plus que ça permet de montrer les coulisses et d'être transparent. Oui, tout à fait. En fait, on peut pas tricher, on peut plus tricher. Et moi, je trouve que c'est une formidable opportunité pour les clients. Alors pour certaines marques, c'est plus compliqué, mais voilà, maintenant, en tout cas, moi, j'ai envie de développer une philosophie de faire ce que je dis. Et avec Johan et avec Paulette, voilà, on a encore beaucoup à progresser, mais sur l'authenticité des produits, chaque collier est personnalisé. D'accord. On ne met pas de plastique dans les colis. Nos colis, les produits de nos colis sont mis dans des sachets en tissu qu'on a cousus nous-mêmes ou que notre famille a contribué à coudre. Pourquoi du tissu ? Parce que déjà, il y a un aspect matière. Le digital permet d'accéder à des produits qu'on ne trouve pas partout. Par contre, ça ne vous est certainement arrivé d'ouvrir le colis, noyé sous des chips ou du plastique et que votre produit que vous avez attendu pendant 2-3 jours, et finalement, l'effet d'attente, pas de petits mots, rien du tout. Je me dis, mais... On reste un peu sur sa faim. Voilà, ouais. Et puis finalement, ce qui vous a fait rêver au début, vous l'ouvrez, vous avez un gros carton dont vous ne savez plus quoi faire, du déchet et du plastique qui remplissent votre poubelle et qui va finir je ne sais pas où. Et ça, vraiment, c'était pas possible. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, on a fait un choix. Pour le moment, le colis est en carton. On cherche du carton biodégradable, ce qui est super compliqué, compostable. Mais quand vous ouvrez un colis Paulette, vos produits sont dans un sachet tissu à la taille de vos produits, avec une petite cartelette personnalisée avec un petit mot. Parce que en fait, notre philosophie, c'est d'envoyer un colis comme si on l'envoyait à une amie. D'accord. Et parce que on se réjouit de savoir que quand la personne va ouvrir son colis, elle va vivre une expérience. Oui, je comprends. Donc ça, on le travaille. Donc on est en train de chercher un coton bambou issu d'une agriculture biologique pour que le sachet soit issu également d'une culture, parce que le coton ça consomme beaucoup d'eau. Voilà, exactement. Oui. Mais on progresse donc tous les jours est un nouveau chantier, un nouveau projet, et en même temps, il faut focuser. Dans l'entrepreneuriat, le risque, c'est de vouloir tout faire et finalement rien réaliser. C'est choisir ses combats, choisir ses sujets, sur quoi on doit s'améliorer en priorité, et priorité aux clients. Et en fait, ce que je me demandais aussi, c'est donc, il y a toi et Johan, est-ce que vous avez été chercher des investisseurs extérieurs ? Est-ce que des prêts d'honneur, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il existe en fait pas mal de dispositifs pour accompagner les entrepreneurs. Est-ce que vous avez été chercher ce genre de choses ? Alors pour le moment, non. On nous a déjà proposé. Oui. Alors on a été super flattés. Mais en fait, on veut déjà... donc on a apporté notre argent personnel. D'accord. Donc chacun 10 000 euros. On a la chance d'avoir un réseau qui nous accompagne, d'entrepreneurs qui ont réussi, qui ont monté des grandes startups. Donc beaucoup nous font des super conseils. Notamment Gilles Lechantre, qui a monté une formidable start-up Coptalis dans le Nord. Oui. Et nous, avec Johan, ce qu'on veut, c'est construire sur quelque chose dont on est sûr qu'il va marcher. Et on ne veut pas construire sur une bulle. Et pour le moment, on ne va pas chercher d'argent parce qu'on n'en a pas besoin. C'est moi qui fais le site. Pour le moment, je crois le site nous a coûté 70 €. Et c'est du temps. Tout ce qu'on fait pour le moment ne nous a pas coûté d'argent. En fait, finalement, c'est vos compétences à vous deux qui vous permettent d'avoir cette gestion, on va dire, économe du départ, quoi. Exactement. Et on ne veut pas se construire sur une bulle. Et une fois qu'on aura pérennisé
Paulette, et qu'on pourra voir que nos clients, parce que l'idée c'est d'abord recruter nos clients, voir s'ils sont satisfaits et surtout voir s'ils veulent revenir. Et donc ce qu'on appelle la fidélisation. Et là, le projet sera amené à se développer et à accélérer. Et là, effectivement, on passera certainement à cette étape-là. Mais pour le moment, l'idée n'est pas de se construire. On veut pas comment. J'aurais l'impression de commencer par la fin. C'est-à-dire, voilà. D'abord tester ça marche, notre modèle marche, nos clients, on voit qu'il y a des achats qui reviennent, on sait qu'ils sont contents, satisfaits des produits, et d'avoir quelque chose en fait quelque part à vendre, à raconter sur une communauté qui se développe avant d'aller au-delà. Surtout si on n'en a pas besoin, c'est vrai qu'après tout... Exactement. Et on sait aussi que c'est beaucoup de temps et qu'aujourd'hui, le temps, c'est... faire des belles fiches produits, recruter des bons produits, donner du temps à nos clients, les écouter. Parce que, et ça je leur dis, je crois quand on développe un commerce, quel qu'il soit, physique ou virtuel, c'est de toujours se rappeler que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien et qu'on doit en permanence réapprendre et écouter nos clients. Super. Bah, écoute Émilie, je te remercie beaucoup. Je crois qu'avec Johan, vous aviez pensé à un petit cadeau pour ceux qui allaient écouter cet épisode jusqu'au bout. Oui. Alors on se disait qu'un petit code promo, alors pas promotionnel, mais les frais de port sont des fois un frein pour découvrir un site et une offre. Donc avec le code Boussole, Paulette offre les frais de port et permettra aux personnes qui écoutent les podcasts, de venir faire un petit tour sur notre site et de se faire plaisir. Et puis, ne pas hésiter à nous envoyer un petit message à coucou@paulette.fr, faire le retour si vous avez été sur le site, vos impressions et vos questions. Nous, on adore lire les retours de nos clients et on répond évidemment à tous nos mails. Je te remercie beaucoup, Émilie. Je pense qu'on se reverra dans quelques mois. Avec grand plaisir. Merci à toi, Claire. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que ce nouveau chapitre de Se lancer vous a plu. Si vous souhaitez partager avec moi des projets qui vous tiennent à cœur, n'hésitez pas à m'envoyer un email à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Et bien sûr, si cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et attribuez au podcast une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Ce sont vos notes et vos avis qui permettent au podcast d'être visible, alors n'hésitez pas. Je vous dis à très bientôt à l'écoute de La Boussole.